Bonsoir Yann, Bonsoir Michel, comment tu vas? ça va, je vais bien. Super, très content de t'avoir. Encore une fois, merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation. Merci à toi de m'avoir invité, merci. D'accord, bon, nous avons mis ta biographie avec mon équipe sur nos différents réseaux, mais pour tous ceux qui ne te connaissent peut-être pas, j'aimerais que tu les éclaires. Qui est Yann Vivette? Comment te définis-tu toi-même? Oh, alors, comment je me définis? Je commencerai par dire que je suis la fille de mes parents parce que mon identité culturelle compte beaucoup plus que mon identité professionnelle. D'accord? Donc, je viens du Cameroun, hein, donc de l'Ouest Cameroun. J'ai eu la chance, je vais dire ça, d'avoir un papa qui m'a donné un nom à ma naissance, qui m'a donné une mission, un rôle dans ma famille, qui m'a façonné en fait pour que je puisse avoir beaucoup d'impact dans la société. Donc, D'accord, c'est lui qui m'a vraiment rapproché de mes croyances, d'accord, de mes traditions et qui m'a aidé à construire mon identité en tant que femme dans ma lignée familiale, paternelle et dans la société. Donc, je dirais que je suis d'abord la fille de monsieur et madame Tsopni, ok, et ensuite, au niveau professionnel, bon, c'est vrai que j'ai fait des études en psychologie, mais c'est pas ma seule compétence ni ma seule connaissance. Je me d'accord, définis davantage comme un chercheur. ok, Pourquoi très un bien, chercheur? Parce que je cherche toujours à comprendre quel est le lien entre la psychologie, la santé mentale, la culture et les croyances. Et je pense qu'en tant que chercheur, j'ai pas encore fini. Donc voilà d'accord. en gros ce que je peux dire. D'accord. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on rentre donc de plein pied dans le vif de notre sujet. L'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, définit la dépression comme un trouble de l'humeur qui va dans le sens d'une tristesse qui perdure depuis de plus de 15 jours. Elle précise que c'est l'une des maladies mentales qui mène le plus au suicide, notamment en Afrique. Quelle est ta définition à toi de la dépression? Ok. Donc déjà, tu sais, quand on fait partie d'un corps professionnel, on a une obligation hein, de fonctionner avec la déontologie et les codes de cette profession. Donc D'accord? si je prends ma casquette de clinicienne, je vais adhérer à la définition qui se trouve dans la classification des maladies mentales. D'accord? Dans la classification, pardon, qui est née en Amérique du Nord et aujourd'hui, effectivement, elle correspond à ce que tu viens de définir, mais avec un peu plus de détails, hein. Donc, c'est un ensemble de symptômes qu'on va observer pendant une certaine durée chez Mhm. une personne et qui vont évoluer d'une certaine manière. Bon, maintenant, si je prends ma casquette de chercheur, D'accord? ma casquette d'africaine, de femme qui interroge toujours les évidences, je dirais que la dépression, quand on regarde l'histoire de la psychopathologie, c'est le nom qu'on a donné dans une culture particulière à un ensemble de symptômes. Donc, pour moi, ce qui est le plus important, c'est la souffrance. Parce que la souffrance, elle est universelle, mais on ne la, comment dire ça, on ne symptomatise pas de la même manière. Mhm. Qu'on soit africain, chinois, italien, on ne va pas symptomatiser notre détresse de la même façon. Donc moi, je parle toujours du point de vue de mon client, de mon patient. D'accord. C'est-à-dire, est-ce que lui, il démontre les symptômes de sa souffrance? J'ai pas de définition de la dépression, mais je sais que cette définition-là, elle n'est pas universelle. D'accord. Il n'y a pas de consensus à l'heure actuelle au niveau mondial sur les symptômes de ce qu'on appelle la dépression. Donc, on adapte toujours un peu en fonction de la personne. D'accord. Très bien. En ce qui concerne les causes de la dépression, la charge de la maladie dans le monde et plus particulièrement en Afrique, qu'est-ce qui provoque la dépression? Pourquoi des gens se retrouvent à devenir dépressifs? OK. Donc, je vais toujours partir hein, du point de vue de la classification classique pour qu'on soit bien d'accord Mhm. de quel type de dépression on est en train de parler. Déjà, il y a différentes formes de dépression. Mhm. Il y a une dépression qui peut être induite par la consommation de substances. Il y a la dépression qui peut être induite par une affection médicale. Il y a ce qu'on appelle la dépression majeure. Il y a la dysthymie, qui est une dépression moins aiguë, mais beaucoup plus chronique. Et puis, D'accord. on a la dépression postpartum. Donc, tu vois, il y a beaucoup de formes de dépression. Quand on dit dépression, c'est un peu abus de langage.
OK. Parce que de quelle dépression on est en train de parler? Et chaque dépression a ses causes bien précises. Mais si je prends le cas de la maladie mentale en général, parce que la dépression est une maladie mentale, on dit toujours qu'on a des causes mixtes, donc des causes biologiques, psychologiques et sociales. Biologique, ça veut dire quoi? Des études ont démontré qu'on peut retrouver au niveau du cerveau un déséquilibre de certaines substances, notamment ce qu'on appelle la sérotonine. Et ça pourrait être la cause d'une dépression chez certaines personnes. Au niveau psychologique, c'est la manière dont chacun va interpréter les choses, la personnalité de chacun qui va influencer aussi la vision et le vécu de ce qui va lui arriver. Au niveau social, on va voir tout ce qui est les épreuves de la vie, on peut avoir des traumatismes comme des abus sexuels, de la violence, des agressions. Donc, tous ces facteurs-là vont contribuer en fait à faire développer chez une personne la dépression. Mais c'est des facteurs qui sont conjoints. Il n'y a pas une seule raison. Très souvent, quand on va voir un clinicien qui fait un diagnostic, il va faire ce qu'on appelle une investigation. Donc, il va aller au-delà du symptôme pour voir si, par exemple, on a des antécédents, que ce soit des antécédents traumatiques, des antécédents au niveau de notre famille, dans quel type de famille est-ce qu'on a grandi, et notre personnalité, comment elle est, comment est-ce qu'on gère en fait les émotions, les épreuves de la vie. Donc, tu vois que les causes elles peuvent être très, très variées en fait. D'accord. Bon. Je veux rester sur cette question avant de poursuivre avec la prochaine, Oui. parce que bon, ton discours est très scientifique et je crois que c'est un discours professionnel. Mais quelle est la cause qui revient le plus fréquemment en ce qui concerne la dépression, selon OK. vous? Donc, moi, je vais parler beaucoup plus de mes patients parce que chacun a un panel différent, hein. D'accord. Donc, je ne peux pas parler pour tout le monde. D'accord. Je vais prendre le cas des immigrants noirs. Donc, je vais D'accord. juste me baser sur les Africains que moi je vois. Il y a par exemple les troubles d'adaptation, c'est-à-dire on immigre dans un nouveau pays et on a du mal à faire le deuil de ses illusions ou alors le D'accord. deuil de son pays d'origine. D'accord. Il y a ce qu'on appelle aussi le harcèlement, le racisme, la discrimination, les violences conjugales, les divorces et D'accord. puis la précarité. Donc la précarité, la pauvreté et les dynamiques familiales qui parfois sont très toxiques. D'accord. Donc OK. en général, c'est ce que moi je vois dans ma pratique clinique. Maintenant, quelqu'un d'autre verra des choses complètement différentes, mais moi c'est ce que je vois. D'accord. Donc ça dépend de ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as parlé de la personnalité, tu as parlé des différentes réalités en ce qui concerne l'individu, mais l'environnement aussi dans lequel il évolue. Exactement, parce que je vais prendre un exemple. Quand les gens disent oui, mais la dépression, c'est pour les Blancs. Je peux vivre au Cameroun pendant 20 ans, j'ai pas de symptômes de D'accord. dépression, mais le jour où j'immigre en Suisse, en France, un an plus tard, je commence à développer de la dépression. Pourquoi? Parce que je suis dans un environnement où il y a des facteurs de vulnérabilité que j'avais pas avant. Peut-être D'accord. que je suis loin de ma famille, peut-être que je m'en sors pas, peut-être que je vis du racisme ou je trouve pas du travail. Donc, tu vois, il y a des facteurs qui peuvent s'ajouter dans mon environnement et me faire développer une dépression, même si j'ai jamais connu ça quand j'étais dans mon pays. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Plusieurs études affirment que la dépression est une maladie qui touche 2 fois plus les femmes que les hommes, en particulier après l'âge à peu près de 55 ans. Qu'est-ce qui justifie une telle inégalité face à la dépression? Est-ce que c'est, bon, tu en as un peu parlé, mais est-ce que c'est physiologique ou est-ce qu'il y a d'autres causes? OK. Il y a différentes causes. J'ai lu un peu aussi sur ces différences entre les hommes et les femmes. L'une des premières choses qui est quand même très parlante, c'est que pour faire des statistiques, il faut bien que quelqu'un vienne consulter. Tout à fait. Donc, les femmes consultent davantage Tout quand à elles fait. ne vont pas bien. Donc, c'est un peu normal qu'on recense plus de femmes. Un homme, en D'accord. général, a du mal à admettre qu'il a besoin de quelqu'un d'autre pour résoudre ses problèmes. Donc, il y a déjà un biais à ce niveau. C'est pour ça qu'on va voir qu'il y a beaucoup plus de femmes qui ressortent dans des études. Elles consultent plus. Maintenant, on pourrait se demander, pourquoi est-ce que les hommes ils consultent moins? Et alors, on va parler de quel type d'hommes? Est-ce qu'on parle des blancs, des noirs? Et même quand on parle des noirs, on n'est pas homogène, hein. Il y a encore différents pays, différentes cultures. Il y a le rôle de l'éducation. Quand un petit garçon, il est encore tout petit, quand il essaie de pleurer, qu'est-ce qu'on lui répond? Un garçon, ça ne pleure pas. Tu n'es pas Yeah. une fille. Il faut Tout à être fait. fort. Tu Je suis vois? totalement Donc, d'accord. il y a la pression sociale, la pression familiale
qu'on met sur les hommes. Hein. Franchement, parfois, je regarde, je me dis, Dieu merci, je suis une femme, je peux pleurer. Je me demande comment les hommes, ils font, parce qu'ils souffrent autant que nous, mais la société ne leur permet pas de démontrer cette vulnérabilité-là. Donc oui, ils ne vont pas consulter, même chez les Blancs. Ils ne vont pas spontanément aller consulter. Et même quand je vois au niveau des thérapies de couple, quand on arrive chez le clinicien, c'est madame hein, qui tire monsieur parce qu'il ne veut pas venir. Il ne veut pas y aller parce que pour lui, c'est un peu comme un aveu d'échec. J'ai pas pu résoudre le problème et j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Donc, je pense qu'il y a aussi les croyances culturelles, la société qui font que les hommes ne vont pas spontanément comme ça aller voir un clinicien. D'accord. Bon, il y a plusieurs choses que tu as dites qui me paraissent importantes avant que j'avance, qui sont liées justement à l'inégalité entre les statistiques qui montrent que les femmes sont plus enclins à faire de la dépression que les hommes. Si j'ai bien compris, et je veux être sûr d'avoir bien compris, ce que tu dis, c'est qu'en réalité, la raison pour laquelle on a de telles statistiques, c'est parce que les femmes vont davantage voir un psychologue que les hommes. Donc au final, on se retrouve à avoir des statistiques qui ne reflètent pas la réalité de l'homme au masculin, parce que les hommes, justement, ne s'ouvrent pas ou ne vont pas chez le psychologue. C'est exact? C'est ça, parce que si on prend un échantillon, tu vois, si on dit oui, il y a 80% de femmes dans cette ville qui consultent par rapport aux hommes, il faudrait qu'on aille regarder au niveau de la population générale. Quel est le taux d'hommes dans cette ville-là? Donc, si c'est plus de femmes qui sont venues consulter, ben c'est normal qu'au niveau des statistiques, cette différence-là soit beaucoup plus grande. Donc, il y a des études hein, qui ont démontré ça, que c'est aussi au niveau du taux de fréquentation des services cliniques. OK. L'autre chose par rapport à ce que tu as dit qui me paraît important, c'est la dépression chez l'homme. J'aimerais qu'on en parle un peu. Parce que de manière générale, justement, tel qu'on est, et tu en as parlé, tel qu'on est formaté dans la jeunesse, l'homme ne doit pas pleurer, l'homme ne doit pas manifester des émotions de faiblesse, parce que c'est un homme. On permet à la femme de pleurer, on permet à la femme, entre griffes, d'être faible. Et donc après, ça entraîner les autres travers. Les femmes veulent paraître fortes, donc dans leur tête, être forte, c'est ne pas pleurer, ne pas partager leurs moments de difficulté. Pour les hommes, c'est comme ça qu'on nous forme depuis la jeunesse. Bon, étant un homme, moi particulièrement, et vivant ou étant en contact d'autres hommes, je me suis rendu compte effectivement que lorsqu'on est face à nos propres émotions, on a du mal. D'abord, on a du mal à y faire face, mais lorsqu'on y est face, on a du mal à les traiter adéquatement. Et j'ai l'impression que la dépression chez les hommes est silencieuse. Parce que justement, on ne manifeste pas les émotions qui sont à l'intérieur, on traite tout vers l'intérieur. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Et l'une des choses que je veux poser comme question, c'est quels sont les signaux de dépression chez l'homme dans ton expérience? D'accord. J'ai beaucoup écrit là-dessus, hein, sur la dépression des hommes. Et oui, j'ai parlé un peu de dépression silencieuse. Mais je tiens quand même ici à revenir sur un point très important. C'est que je pense qu'on peut être en détresse sans que ce soit pour autant une dépression. D'accord. Donc moi, je fais bien la différence entre quelqu'un qui est en pleine détresse et le vocabulaire dépression. Quelle est la différence? Je peux être en détresse, mais le sens que je donne à ma détresse n'a rien à voir avec la dépression. Si par exemple, je vais voir un pasteur, il ne va pas me diagnostiquer la dépression parce qu'il n'est pas professionnel de la santé mentale. Si je vais parler à ma mère, si je vais voir un guérisseur parce que je pense que mon humeur que j'ai en ce moment, c'est parce qu'on m'a envoûté, on m'a jeté un sort. Le guérisseur ne va pas me faire un diagnostic de dépression. Pourtant, c'est les mêmes symptômes. Ce que je dis, c'est que on a des symptômes auxquels on donne du sens. Et le sens qu'on va donner à ces symptômes-là, parfois ce sera la dépression, parfois ce sera autre chose. Mais le plus important, c'est de trouver une solution qui parle au patient. Parce que sinon, je lui propose une solution dans laquelle il ne se retrouve pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, je me distancie un peu de l'étiquette dépression. Je préfère parler de symptômes. D'accord. De symptômes qui peuvent, comment dire, un peu ressembler à des symptômes de la dépression. Et pour répondre à ce que tu m'as demandé, les hommes, de ce que moi j'ai pu voir, ils manifestent beaucoup leur blessure par la colère. Donc, soit la colère, soit le retrait. Un homme qui est blessé en général, il va pas se mettre à pleurer, il va se mettre en colère.
il va se mettre en colère. Ou alors, il va se retirer, il va s'isoler, ou encore, il aura des conduites à risque. Il va commencer à consommer, à boire, fumer, rentrer tard à la maison, être violent, agressif. Il va manifester au niveau de ses comportements. Il aura du mal, comme tu as dit, à gérer ses émotions. Mhm. Mais étant donné que on accepte plus facilement dans la société la colère d'un homme que ses larmes, donc oui, il va très souvent se mettre en colère parce que c'est socialement acceptable. Mais son mal-être à lui va souvent passer sous la trappe. Parce qu'on va se dire, oui, mais il est toujours comme ça, il se fâche. Mais peut-être que c'est juste un moyen d'exprimer une énorme détresse qu'il ne sait pas du tout exprimer autrement. D'accord, ok. Merci beaucoup. Euh, on a parlé de la dépression comme étant une... En fait, on en parle comme étant une maladie mentale, d'après ce que tu m'as expliqué. Ma question, c'est, de par sa définition, la dépression, donc, est-elle curable? Si oui, quel est son traitement? Oui, la dépression en tant que maladie, elle a ce qu'on appelle un traitement. Donc souvent, quand on fait un diagnostic, c'est pour que ça nous aide à établir un plan de soins. Bon, maintenant, je signale ici qu'un psychologue n'est pas un médecin. Ok, Donc, il ne prescrit pas de médicaments, même si on a des connaissances en pharmacologie, ça c'est pour mieux comprendre les patients. C'est le médecin, donc parfois le psychiatre, et dans certains pays, le médecin généraliste qui va prescrire des antidépresseurs. Donc, on a des traitements pharmacologiques, on a ce qu'on appelle la psychothérapie qui est faite par les psychologues et certains psychothérapeutes qui ne sont pas psychologues. Et puis, on a aussi la spiritualité. Donc, il y a des personnes qui peuvent utiliser la spiritualité pour développer une meilleure perception des choses. On va recommander aux patients aussi d'avoir une hygiène de vie qui est quand même de qualité, donc dormir tôt, ne pas boire, ne pas fumer, éviter l'alcool, faire beaucoup de sport et participer à des groupes de soutien. Mais je vais quand même donner un détail ici qui est important, c'est qu'il y a une gradation dans la dépression. Donc, il y a des gens qui peuvent faire des dépressions légères. C'est léger, ou alors une dépression modérée, et enfin une dépression qui est d'intensité grave. Et quand on atteint un niveau d'intensité qui est très grave, souvent, c'est là où on va voir des personnes qui commencent à avoir des pensées suicidaires. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à un point de dépréciation de soi, de dévalorisation de soi, qu'on a le sentiment qu'en fait, même si on disparaît, qu'est-ce que ça change? Ça fera rien à personne. Donc, il y a quand même un niveau d'évolution aussi en ce qui concerne la dépression telle qu'elle est classifiée actuellement dans la psychiatrie. d'accord. Bon, je veux rebondir sur ça parce que tu as parlé de niveau dans la dépression. Ça veut dire qu'en Oui. réalité, le niveau le plus élevé, c'est celui où on commence à avoir des pensées suicidaires. Oui, en général, quand on arrive à la dépression sévère, on commence à avoir des pensées suicidaires. Quand on est encore au niveau léger, modéré, c'est pas très courant. Mais déjà, une pensée suicidaire, ce n'est pas un acte suicidaire. On Ok, peut avoir des pensées suicidaires toute sa vie sans jamais passer à l'acte. C'est tout simplement des pensées qui nous passent par la tête. Pour qu'on passe à l'acte, le suicide, c'est tout un processus. Donc, c'est pas parce que j'ai une pensée suicidaire que ça veut dire que je vais me suicider. Mais c'est déjà quand même un indice du niveau de dépréciation de soi où je me trouve. d'accord. Euh, je veux rester là avant d'avancer avec les questions que je veux te poser parce que Oui. dans le cadre du traitement de la maladie, et j'ai aimé comment tu as défini les choses, mais de ce que je sais, je ne suis pas un professionnel de la médecine, je suis théologien, mais dans le cadre du traitement de la maladie, il y a différents niveaux. Et donc, je suppose que le traitement dépend du niveau que le malade a atteint dans l'évolution de sa maladie. Est-ce que dans le cadre de la dépression, c'est la même chose? Est-ce que le traitement est le même, qu'on soit au début de la dépression ou au niveau le plus élevé de la dépression, ou est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire lorsque la personne atteint, par exemple, le niveau où elle commence à avoir des pensées suicidaires ou elle a des envies suicidaires? OK. Donc, déjà, la prise en charge de la dépression va dépendre de plusieurs facteurs. Donc, déjà, du diagnostic qu'on a posé, mais aussi des ressources de la personne. Quand on parle de ressources, il y a des ressources internes. C'est-à-dire, moi, je viens, on me dit que j'ai des symptômes de dépression. Qu'est-ce que j'ai comme ressources pour pouvoir faire à ça, pour pouvoir faire face à D'accord? ça, pardon? Est-ce que j'ai assez de force en ce moment? Que je suis entourée par ma famille? Est-ce que j'ai D'accord? un travail? On essaie d'évaluer en fait qu'est-ce qu'il y a autour de la personne qui pourrait contribuer en fait au plan de soins. Pas simplement les médicaments, il y a aussi la psychothérapie. Et il y a des D'accord? études qui ont démontré quand même que les deux mis ensemble
Donc, le traitement par les médicaments et la psychothérapie sont beaucoup plus efficaces quand on est déjà à un stade de dépression grave, en fait. Maintenant, pour quelqu'un qui a des symptômes légers, on peut faire un peu de psychoéducation, travailler un peu avec lui sur les compétences émotionnelles, faire des exercices, hygiène de vie. Ça peut aller. Mais le niveau de gravité, en fait, est à mettre en lien avec l'impact sur mon fonctionnement quotidien et social. Il y a D'accord. des gens qui arrivent à un niveau où ils peuvent même plus se lever du lit. Ils peuvent plus aller au travail. Ils pleurent tout le temps. Donc, à ce moment, l'impact est vraiment significatif. Et oui, il faut un traitement. Mais si j'arrive quand même encore à fonctionner, on va adapter le traitement. Et même en cours de thérapie et en cours de traitement, on adapte encore le plan de soins parce qu'il faut voir comment la personne évolue. Parfois, elle va bien. Parfois, elle rechute. Parfois, il faut encore la remonter un peu. Donc, il n'y a pas de, c'est pas linéaire une prise en charge. Ça va vraiment dépendre de comment la personne évolue et les soignants, que ce soit le médecin, le psychiatre, le psychologue, on va s'adapter en fait à ça et revoir à chaque fois le plan de soins et les objectifs avec le patient. D'accord. Merci beaucoup. J'espère que ça, si ça vous aide, vous qui êtes connectés, ce serait bien de commenter et de continuer à inviter et partager. J'insiste sur le fait que c'est quelque chose que nous vivons de manière silencieuse et on va en parler tout de suite par rapport à l'Afrique. Beaucoup de gens, moi je suis au Gabon, d'autres sont en Afrique ou dans d'autres pays du monde. C'est important que nous prenions la mesure des choses et que nous ne soyons plus victimes d'une maladie que nous refusons de diagnostiquer ou d'identifier. Je reviens sur nous. La question que je veux te poser, la prochaine question est la suivante. Est-ce que la culture joue un rôle dans la dépression? Je prends le cas du continent africain. Je sais qu'il y a différents pays en Afrique et donc différentes cultures. Même dans les pays, il y a encore des fragmentations d'ethnies et autres. Mais la question que je me pose en parlant du continent africain, c'est si par notre, si je peux appeler ça une culture africaine, nous sommes plus enclins à combattre la dépression ou à l'accepter. Ok, tu m'as posé plusieurs questions dans une question. Je reprends la question. J'essaie de Je me reprends la rappeler question. le début. Premièrement, je vais essayer de pas fatiguer, de pas te fatiguer. Ok, Premièrement, est-ce que la culture ok. joue un rôle dans la dépression? Ok, je réponds d'abord à ça. Donc, voici mon point de vue. La culture va jouer un rôle sur l'interprétation de ce qui fait santé et de ce qui fait maladie dans une société. D'accord? Je m'explique. Si on regarde dans le Moyen Âge, hein, à l'époque, au début de la psychopathologie, on pensait que les personnes qui n'étaient pas, entre guillemets, normales étaient folles. On parlait de folie. Yeah. Et la folie était expliquée comme le fait d'être atteint par, il y avait un démon qui avait pris possession de la personne. Et à ce Mhm. moment, les thérapeutes, c'était les religieux. Et les Tout à fait. thérapies, c'était les prières. Tout Tu à fait. vois? Donc, le sens qu'on va donner à un symptôme va déterminer qui sera le thérapeute et quelle sera la thérapie. D'accord. Après ça, il y a eu un médecin qui est arrivé à l'époque des chasses aux sorcières parce qu'on les brûlait sur le bûcher. Il a dit, non, non, je ne veux plus qu'on fasse ça. Avant que chaque sorcière passe au bûcher, elle va passer chez un médecin. OK. J'ai besoin qu'on identifie son état mental parce que je ne suis pas d'accord que la folie soit quelque chose d'origine divine ou quoi. Il pensait qu'en fait, c'est une maladie comme toutes les autres. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé à évaluer les gens et qu'on a parlé de maladie mentale. Là où au départ, on parlait de possession, de Maladie folie, spirituelle. de Tout à fait. dégénérescence. Et à ce moment est né maintenant l'asile parce qu'il fallait les mettre dans un endroit protégé pour prendre soin d'eux. Donc, tu vois que la culture va toujours influencer la manière dont on interprète ce qu'on voit. Maintenant, si on est dans un autre contexte africain, dans nos pays africains, nous, comment est-ce qu'on définit les écarts à la norme? Est-ce que les symptômes qu'on retrouve, par exemple, dans la maladie qu'on appelle dépression, est-ce que ces symptômes-là, dans nos pays à nous, ce sont des maladies? Ça, c'est la question. Est-ce que nous, on considère ça comme des maladies ou juste comme une détresse? Yeah. Parce qu'il peut arriver que oui, on a tous ces symptômes-là, peu importe la culture, mais le sens qu'on donne à ça, ce sera une pathologie ailleurs, mais ce ne sera pas une pathologie chez nous. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de détresse en Afrique. Il y a la détresse partout. Il y a la détresse partout. Mais le sens que nous donnons à la détresse va déterminer comment nous, on va réagir par rapport à ça. Parce que nos croyances culturelles par rapport à ce qui fait maladie
à ce qui fait soin vont influencer notre réaction par rapport au rejet de ce qui vient d'ailleurs ou alors à l'adoption de ce qui vient d'ailleurs. Parce que ce vocabulaire-là de psychiatrie, il ne vient pas de nos traditions. Avant, comment est-ce qu'on soignait les gens chez nous quand ils n'allaient pas bien? On allait chez des guérisseurs, il y avait des personnes qui étaient initiées pour ça. Maintenant, pour tout ce qui concernait la souffrance et la détresse, on avait le cocon familial. Yeah. On avait la communauté, on avait des structures qui sont... L'Afrique n'est pas un continent où il n'y a rien. Il y a des choses. Comme dans tous les peuples, on a des choses. Donc moi, je pense qu'il faut toujours essayer d'intégrer le nouveau dans l'existant. Mais pas juste importer un concept et vouloir l'appliquer chez nous, parce que non, on peut retrouver chez des Africains les mêmes symptômes, mais ceux-là ne sont pas malades au sens de maladie mentale, hein, ça s'est vu. Et d'ailleurs, hein, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis qui a démontré que les jeunes noirs du ghetto ne manifestaient pas la dépression de la même façon. Okay. On ne retrouvait pas les symptômes classiques chez eux. Et pourtant, ils vivaient une grande détresse. C'est là où on commence à se dire, oh, attention, c'est bien de classer les maladies, de leur donner des noms et tout ça, mais il faut aussi prendre beaucoup de recul par rapport à ça. Parce qu'il y a des différences individuelles, des différences familiales, des différences culturelles qu'il faut prendre en compte avant de diagnostiquer une personne comme ayant une maladie précise. Donc voilà ce que moi je pourrais dire par rapport à ça. D'accord. Non, c'est très bien. Lorsque j'ai fait mes recherches sur le sujet, je suis tombé sur une étude qui a été publiée en 2019 par le magazine Business Insider sur les pays les plus touchés par la dépression en Afrique. Les 11 pays africains les plus touchés par la dépression étaient donc, où sont le Djibouti, avec 5,1%. Je vais sauter les pourcentages, mais Djibouti, Tunisie, Cap-Vert, Lesotho, Botswana, Éthiopie, Ouganda, Afrique du Sud, Algérie, Maroc, Libye. Donc je me rends compte que tout le monde, et tu l'as dit, tout le monde peut souffrir de la dépression. Mais en Afrique, on n'en entend quasiment pas parler. Pourquoi? Ok. Je vais peut-être te retourner une petite question. À ton avis, pourquoi est-ce qu'on n'entend pas parler du fait d'être envoûté en Italie ou en Suisse? Pourquoi les Italiens, ça ne fait pas partie de leur définition des maladies, comme chez nous en Afrique? Là, tel que tu me poses la question, je veux que tu répondes parce que ça m'intéresse. Tu vois, c'est là où je vais en venir. Pourquoi est-ce qu'on voudrait que nous, en Afrique, qu'on définisse nos mots M-A-U-X avec un vocabulaire qui nous est étranger? D'accord. Pourquoi on voudrait ça? Mais c'est tout à fait normal. C'est pas qu'on ne parle pas de dépression en Afrique ou quoi, c'est que nous, on a notre façon à nous de parler de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent. Il y a aussi l'aspect culturel hein, qui veut que oui, le linge sale se lave en famille, on va pas le dire à tout le monde. Il y a beaucoup de choses qui influencent. Mais on ne peut pas s'étonner qu'en Afrique, on ne parle pas de dépression parce qu'il y a des maladies aussi en Afrique dont on ne parle pas ailleurs. Tout à fait. Parce que chez nous, ce n'est pas la psychiatrie actuellement comme elle existe, ce n'est pas quelque chose qui est connu du grand public. Il faut avoir fait des études en médecine, psychiatrie, psychologie, clinique, tout ça pour connaître ça. Ça ne fait pas partie du système de soins de référence de la plupart des pays d'Afrique. Le psychologue, le psychiatre, le psy, tout ce qu'on veut, n'est pas le professionnel de référence en termes de prise en charge de la santé mentale dans tous les pays. Dans nos pays, là, quand on ne va pas bien spontanément, on ne va pas chercher un psychologue où est-ce qu'on va aller se confier. Hein? Tout à fait. On va d'abord essayer de checker l'environnement, mon frère, ma soeur, mon ami, la famille, peut-être le pasteur, le prêtre, le guérisseur. Et puis, dans certains cas, comme on voit les fous, entre guillemets, chez nous, qu'on les appelle, qui ont la psychose, qui marchent nus, tout ça, on les amène justement en psychiatrie. Okay. Parce qu'on pense que maladie mentale, c'est uniquement la folie. Et on pense aussi que la folie, c'est une seule folie. Ça, c'est encore un préjugé parce qu'il y a différents types de psychoses. Mais pour nous, en général, quelqu'un qui a un problème de maladie mentale, c'est quelqu'un qui est fou. Alors, il va aller voir le psychiatre. Et tout ce qui sort de là est pris en charge soit par les guérisseurs traditionnels, soit par les prêtres, les pasteurs, les familles et tout autre système de soins communautaires qu'on peut trouver. Donc, c'est très important de faire la différence entre le soin psychologique, le soin familial, le soin communautaire et le soin maintenant qu'on peut trouver même au niveau des traditions. Il y a différentes formes de soins
des choses qui peuvent nous aider. Mais l'Africain, il va aller choisir ce qui lui parle parce que nous ne sommes pas un ensemble homogène. Les Africains sont très différents entre eux. Le plus important, c'est de choisir le système de pensée et de santé qui me correspond. C'est pas de dire j'ai la dépression, j'ai pas la dépression. Pour moi, c'est normal qu'il y ait des gens qui ne se reconnaissent pas dans la dépression parce que c'est un vocabulaire ils savent même pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Ils entendent juste à la télé, ils voient des films. C'est pas ça la dépression. Donc, vaut mieux parler de détresse. Vaut mieux leur parler de souffrance. Éviter les étiquettes. Une fois qu'on commence à parler des choses tangibles, des choses qui nous unissent tous en tant qu'êtres humains, alors oui, il peut y avoir un dialogue à ce moment-là. Mais si on vient me dire dépression, alors que moi, je pense que dépression, c'est une maladie de blanc, je vais être réfractaire et je vais dire non, je suis désolée, ça ne me concerne pas. Donc, il faut trouver une bonne approche et tenir compte du fait qu'on ne peut pas imposer à un peuple de penser sa santé mentale avec un vocabulaire qu'il ne comprend pas. Il faut tenir compte de ça aussi. D'accord, bon, ça pose plusieurs problèmes. Bon, plusieurs problèmes, non, plusieurs questions, mais des problèmes quand même. Parce que l'une des choses que tu es en train de dire et qui, de mon point de vue, est majeure, c'est que le mot dépression a dans l'esprit j'ai failli dire l'Africain lambda ou de la personne qui vit en Afrique, qui n'est pas exposée aux mêmes réalités que celles qui sont en Europe ou ailleurs et qui ont défini le terme, ça pose le problème de la perception du mot et donc du fait qu'on se dise non, moi je ne peux pas souffrir de ça, justement parce que c'est perçu comme étant une maladie mentale au titre de la folie, sachant que les maladies mentales, je l'ai dit, il y en a plusieurs. Donc moi, ma difficulté, c'est, avant que je rentre dans la suite, parce que ça pose, it raises questions in my mind, ça suscite des questions. Est-ce que ça veut dire qu'en réalité, l'un des problèmes qu'on a, et tu vas me dire, mais l'un des problèmes qu'on a n'est pas celui lié à l'information, ou du moins à la bonne information, ou même à l'éducation? Oui, l'un des problèmes qu'on a, et ça, c'est pas qu'en Afrique, hein, c'est en Europe, en Amérique, c'est aussi la vulgarisation et l'éducation sur la santé mentale. D'accord. Donc, si je veux que les gens comprennent c'est quoi la dépression, je dois commencer par le début. Je dois leur expliquer qu'est-ce que c'est. D'abord, c'est quoi une maladie mentale? C'est pas la folie, attention. On va devoir démystifier les préjugés pour éviter la stigmatisation. On va devoir utiliser un langage qui soit plus accessible à un public. Et ici, je vais d'ailleurs faire référence à ce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux depuis un certain temps. Tout le monde est journaliste, tout le monde parle de tout. Le problème avec ça, c'est que tout le monde n'a pas la compétence pour sensibiliser sur les maladies, que ce soit les maladies physiques ou les maladies mentales. Pourquoi? Parce que si je ne sais pas ce que c'est qu'une dépression et que je commence à faire des lives pour parler aux gens de la dépression, on m'a déjà tagué dans des lives comme ça, hein, où j'ai entendu quelqu'un dire « Oh, ma soeur, tu as une dépression. Ce que tu me dis là, c'est une dépression. » Non, non, c'est pas comme ça. On ne diagnostique pas quelqu'un parce qu'on est en train de parler avec lui sur Facebook. Donc, je dis déjà, il faut savoir que pour éduquer les populations, il faut des spécialistes. Ok. Ou alors, il faut former les personnes qui vont éduquer les populations. Sinon, ils vont transmettre la mauvaise information et ils vont pas aider les gens à comprendre, mais ils vont les mettre davantage dans la confusion parce que eux-mêmes, ils comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire. Parce que eux-mêmes, ils sont en train de confondre la tristesse, la mélancolie, le blues, la déprime, la dépression. Ils sont en train de confondre. Ils ne pourront pas donner des bonnes réponses aux personnes à qui ils sont en train de parler. Parce que quand on parle en public, ça suscite des réactions. Si je ne connais pas la maladie mentale, qu'est-ce que je réponds à ceux-là qui sont en train de me suivre? Je vais dire des choses comme ça, spontanées, peut-être qui ne sont pas vraies et qui vont affecter la personne qui est vulnérable à travers mon écran. Yeah. Tu vois, donc il faut éduquer les gens sur les maladies mentales, appelons ça dépression ou comme on veut, c'est pas ça qui est le plus important. Il faut les éduquer sur la vulnérabilité, sur des symptômes pour qu'ils apprennent à reconnaître des symptômes et demander de l'aide. Mais j'insiste encore, ce n'est pas tout le monde, qui peut faire ça parce qu'il faut avoir une certaine connaissance des maladies mentales, de l'étiologie, de l'évolution des symptômes pour savoir quoi dire aux gens et pour savoir quoi répondre aux gens. Donc oui, c'est important d'éduquer, mais non, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Non, super. Merci, c'est très bien dit. Et je pense qu'effectivement, on a un problème dans notre culture où tout le monde a accès à une caméra de par son téléphone ou par son ordinateur. Tout le monde peut se faire filmer, tout le monde peut faire un live, tout le monde peut parler.
Et parfois, ceux qui parlent le plus sont ceux qui connaissent le moins. Ceux qui parlent le plus sont ceux qui ont le moins de compétences ou le moins de savoir. Et malheureusement, ils ont parfois le plus d'impact ou d'influence parce qu'ils ont des followers. L'autre question que je veux te poser et qui, de mon point de vue, est majeure, parce que on parle de la dépression, on en a parlé en demandant quel est le traitement qui vient lorsqu'on l'a identifié. Mais la question que je veux te poser, c'est comment prévenir la dépression de manière générale et surtout dans un environnement à forte pression. OK. Ici, je vais répondre, mais pas avec l'étiquette dépression. Donc, je vais plus te dire comment préserver sa santé mentale. D'accord. Moi, je vais reformuler ça comme ça pour que ça parle mieux aux gens. Parce que quand tu dis prévenir la dépression, les gens vont te dire, ben moi, c'est pas un truc qui peut me toucher, hein. Il y a déjà des résistances. Il y a déjà des résistances. Donc, on va dire, étant donné que nous avons tous de la détresse, nous vivons tous de la détresse, comment aider les gens, en fait, à reconnaître ces signes-là et à se préserver? Je dirais, de un, on a dit tout à l'heure, il faut beaucoup de campagnes de sensibilisation. Il faut éduquer les gens sur les facteurs de vulnérabilité de leur milieu. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes facteurs de vulnérabilité. Peut-être toi, tu es au Gabon, les facteurs de vulnérabilité qui sont autour de toi ne sont pas les mêmes que les miens, ne sont pas les mêmes qu'une de mes amies qui est en France. Et par exemple, si tu as en face de toi une femme qui est battue par son mari, elle n'a pas les mêmes facteurs de vulnérabilité que toi, tu vois. Donc, l'éducation, ça se fait aussi par population cible, en fonction des facteurs de vulnérabilité de chacun, mais aussi à un niveau beaucoup plus global sur attention, la santé mentale peut être influencée par différents facteurs dans la vie. Donc, si vous vivez certains événements, des deuils difficiles, licenciements, si vous êtes dans la pauvreté, voilà des signes et des symptômes qui peuvent vous alerter sur la dégradation de votre état de santé mentale. Donc, c'est important d'analyser la population qu'on veut sensibiliser afin d'identifier quels sont les mots, quel est le vocabulaire qui va le plus leur parler. C'est cette population-là qui va nous aider à construire en fait des solutions à ces problèmes. On ne va pas venir comme ça avec notre casquette de savant et commencer à saupoudrer de la connaissance comme ça. Parce que dans notre public, tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension. Alors, il va falloir adapter notre message en fonction des facteurs de vulnérabilité des gens, de l'endroit où ils se trouvent et aussi de leur niveau de connaissance. D'accord. 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 Non, bien compris. Bien compris. Et je ferai attention de ne plus utiliser le mot dépression parce qu'effectivement, les gens deviennent réfractaires et se disent que ce n'est pas quelque chose qui est... qui les concerne. Qui les concerne, effectivement. Bon, je veux te lire ce que j'ai noté dans mes notes pour la prochaine question. Le journal Le Monde a sorti un article intitulé « La santé mentale reste tabou dans l'agenda du développement humain en Afrique », dans lequel il est précisé que le problème de santé mentale est, je cite, « amplifié par le manque de ressources humaines adéquates ». Fin de citation. Okay. Par ailleurs, au lieu d'un psychiatre pour 5000 personnes, conformément aux recommandations de l'OMS. Fin de citation. Donc, quel est ton avis sur cette déclaration? Qu'est-ce qui justifie ça? OK, d'accord. Moi, ça ne me surprend pas du tout. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas les professionnels de référence dans ces pays-là. C'est quelque chose qui est tout nouveau. Donc, c'est maintenant que les gens commencent à aller à l'école, faire la psychiatrie, la psychologie. Donc, par rapport à ça, on est encore vraiment au tout début. C'est tout à fait normal. Il faut laisser le temps aux gens d'étudier, de commencer à pratiquer. C'est très cohérent. Moi, ça ne m'étonne pas du tout. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les psychologues, les psychiatres et tout ça sont les seuls professionnels qui peuvent aider en matière de santé mentale? Non, pas du tout. Comment on fait dans les pays où, au niveau des peuples qui n'ont pas tous ces professionnels de la santé mentale, il y a quand même des choses qui existent. Moi, je me bats toujours pour que nous, les Africains, qu'on apprenne aussi un peu à valoriser nos savoirs. Parce qu'au sein de nos sociétés, il y a des personnes qui ont des connaissances, des savoirs, mais on les appelle souvent des initiés. Et après, quand ils décèdent, on dit que un vieillard, parfois, qui meurt, on dit quoi là? C'est une bibliothèque qui brûle. Okay. Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est pas normal. Ça ne devrait pas être une bibliothèque qui brûle. Un vieillard qui meurt, il faudrait que son savoir-là, qu'on ait pu le recueillir, en fait, l'écrire et le mettre quelque part pour qu'il puisse être transmis de génération en génération. Parce que nous, on a des savoirs.
Nous, en Afrique, on a des savoirs, on a des connaissances, on a des personnes qui savent soigner, qui savent aider les gens. Mais seulement, ce n'est pas valorisé. On va se précipiter vers ce qui est plus connu, psychologie, psychiatrie. C'est bien parce que ça aussi, c'est un savoir qui est important. Mais on peut intégrer ça à ce que nous aussi on a pour développer en fait de nouvelles réponses pour nos populations. D'accord, On ne va pas toujours attendre qu'on crée ailleurs pour aller chercher. Nous-mêmes, d'accord, là, on a des cerveaux, on est allé à l'école. On peut réfléchir et voir comment on peut faire pour allier les deux, pour lutter aussi contre l'aliénation culturelle. tout à fait. Tu vois, de se dire, nous, on vient de quelque part, on n'est pas un peuple sans histoire, sans ressources, sans rien, on a des choses. Maintenant, ne perdons pas tout, essayons de valoriser ce qui existe, même s'il faut innover, créer de nouvelles thérapies ou faire des thérapies intégrées, je dis pas non. Mais le plus important, c'est que ça parle. C'est que ça nous parle à nous, c'est que ça parle aux Africains qui s'identifient en fait par rapport à leur culture. Parce que disons-le, tous les Africains ne s'identifient pas de la même façon. Et pour cela, oui, peut-être le psy ou le psychiatre sera une bonne réponse. Mais il y a encore une autre proportion d'Africains pour qui ça leur parle pas du tout. Alors pour cela, on doit développer des réponses qui sont cohérentes avec leur système de croyance. Et ça, c'est notre boulot à nous, les intellectuels. Quand on va à l'école, c'est pas juste pour venir répéter ce qu'on nous a dit, c'est pour interroger aussi ce qu'on a appris et dire non, ici, je suis pas d'accord. Je pense que je peux développer autre chose. Et d'ailleurs, c'est ce sur quoi je travaille presque depuis 17 ans. Toujours interroger les évidences pour construire de nouvelles réponses. D'accord. Bon, je veux m'arrêter là pour dire que tu parles bien. Est-ce qu'on peut donner des acclamations à mon invité? Est-ce qu'on peut l'encourager par des likes? Non, honnêtement, comment tu dis ce que tu dis et la pertinence derrière les propos, c'est ça qui me frappe là. La capacité à dire, oui, j'ai appris, mais maintenant, ce que j'ai appris, je dois pouvoir l'adapter à l'environnement dans lequel je vais évoluer ou l'environnement duquel je viens, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, savoir prendre ce qui est bon et l'associer à ce que j'ai appris. Et je considère que c'est vraiment, 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 vraiment bien dit. Donc, pour ceux qui sont connectés, vraiment, j'aimerais qu'on encourage mon invité du jour par Merci. des likes, par des acclamations. Continuez à partager. Je sais que la plupart des gens ont du mal, et tu l'as dit tantôt, dès qu'on parle de dépression, il y en a qui ont dit ça, c'est pas pour moi, ça ne me concerne pas, je ne veux pas me Oui. connecter, parce qu'ils ont le sentiment que c'est porter une étiquette ou c'est reconnaître une faiblesse ou comment je vais dire ça, le fait qu'ils soient incapables de gérer le Oui, stress ou de gérer leur réalité. tout à La fait. question que je veux poser à la suite de ce que tu as dit, c'est finalement, est-ce qu'avoir un psychologue, c'est une nécessité ou c'est un luxe en Afrique? Oh, déjà, d'après mes informations, un psychologue coûte dans les 15 000 francs CFA. OK. Bon, maintenant, on va essayer de voir combien gagne l'Africain moyen. Est-ce que c'est dans ses capacités d'aller payer 15 000 francs par séance? Par Je ne pense séance. pas. Je ne pense pas. Parce que même à l'étranger, que ce soit en Occident ou en Amérique, un psy, ça coûte cher. OK. Un psy, c'est de l'investissement, c'est de D'accord. l'argent. Et même quand c'est gratuit et qu'on offre ça dans les services publics, il y a de grosses listes d'attente. C'est limité aussi dans le temps. Donc, je pense qu'il y a des choses alternatives hein, qu'on peut créer à côté. Il n'y a pas que le psychologue qui peut aider en matière de santé mentale. Non, il y D'accord. a des interventions à différents niveaux. D'accord. Avant d'arriver au psy, ben, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais comme je dis, il faut être formé à ça, ne serait-ce que l'écoute. Une écoute D'accord. professionnelle, c'est pas une écoute que j'ai avec mes potes ou avec ma famille. C'est une écoute qui s'apprend. Comment écouter quelqu'un en détresse de manière professionnelle. Si on forme des gens à ça, on pourrait déjà avoir des premiers intervenants au niveau de la communauté qui vont se D'accord. charger de filtrer déjà dans un premier temps la détresse, Mhm. d'apaiser les gens, de leur parler, de renforcer chez eux des compétences qui vont les aider à faire face à leurs difficultés. Et alors, à ce moment, oui, peut-être ce sera de la prévention et on va éviter que les symptômes se chronicisent dans le temps pour se développer en maladie mentale. Donc, je pense D'accord. qu'il faut voir les choses de manière globale. Le psy, c'est pas le dieu de la thérapie. Non, non, non. C'est un intervenant parmi tant d'autres. Même toi, tu peux mettre en place des choses sans être psychologue pour Mhm. aider les gens dans leur détresse. Mhm. Tu vois, il y a plein de choses à faire. Pour moi, il ne faut pas se focaliser sur le psy, le Dieu tout-puissant. Pas du tout. Absolument pas. Le psy, il peut faire des choses, mais même quelqu'un d'autre aussi peut aider. Sauf que le diagnostic, c'est pas tout le monde qui peut le faire. D'accord. Ça, je mets un bémol là. Soit tu es psychiatre,
médecin ou psychologue. Mais si tu n'as pas ces qualifications-là, tu n'es pas formé en psychopatho, tu ne peux pas diagnostiquer quelqu'un. Mais j'ai pas besoin de diagnostic pour aider, par exemple, quelqu'un qui est en Tout à fait. détresse. Je peux l'aider et un diagnostic pourra être fait après, mais ça n'empêche pas que sur base de ces symptômes, je puisse avoir une idée de ce qui se passe et d'offrir quand même déjà une première aide. Donc, n'attendons pas toujours le psy ou le psychiatre. Développons aussi des solutions alternatives pour commencer à aider les gens avant que les symptômes deviennent chroniques et qu'on ait besoin à ce moment-là d'aller voir un psychologue ou alors un psychiatre. D'accord. Merci beaucoup. Tout à l'heure, tu as parlé de plusieurs choses et tu as parlé des croyances. Donc, quel est Mhm. selon toi le rôle des croyances dans la santé mentale d'un individu? Mhm. OK. Le rôle des croyances, en fait, c'est le lien entre ce que je pense, ce que je ressens. C'est ça. Ce que je ressens en général est provoqué par ma pensée. Je vais l'illustrer par un exemple. Donc, imagine que tu rentres dans un bus. Le bus est bondé, il y a plein de monde. Alors toi, tu t'accroches là. Tu vois les bus en Europe là. Tu t'accroches et puis tout d'un coup, tu sens que quelqu'un te bouscule violemment, tellement violemment que tu frappes ton front contre la vitre. Quelle va être ta réaction spontanée quand tu vas te retourner? Qu'est-ce que tu seras en train de te dire? Moi, ça dépend. C'est-à-dire que quand je me suis cogné, je me retourne et je regarde la personne pour voir d'abord l'expression de son visage. Parce que si elle m'a Exactement. cogné on purpose, si elle m'a cogné, elle m'a poussé Mm. volontairement, c'est pas la même chose que si elle l'a fait involontairement. Exactement. Si tu te retournes et tu vois que c'est un petit jeune là qui fait pas attention, il s'en fout même de toi, il est probable que tu dis, mais attends, mais celui-là, mais oh, fais attention. Yeah, Maintenant, si tu te retournes tout fâché et tu te rends compte qu'en fait, c'est un vieux monsieur qui est aveugle en fait et qui cherche simplement son chemin et qui a trébuché sur quelqu'un d'autre, tout d'un coup, ton émotion, elle va diminuer. tout à fait. Tu vois, parce que ta perception de la réalité a changé. Donc, ta croyance va dépendre en fait de ce que tu perçois. Mhm. Le sens que je donne à un événement qui m'arrive dépend de mes croyances. Or, mes deux femmes qui ont vécu des divorces chacune, il y en a une qui va s'en sortir par le haut, comme on dit, et l'autre par le bas. Pourtant, elles ont vécu les mêmes événements. Qu'est-ce qui explique alors qu'elles ne réagissent pas de la même façon? Les croyances. Yeah, Quel est le sens que je donne à ce divorce? Si je me dis, oh mon Dieu, je suis pas une femme bien, c'est ma faute, j'aurais dû faire ceci, j'en ai pour des années encore comme ça, hein, de mal-être. yeah, Si par contre je me dis, ok, j'ai fait de mon mieux, ça peut arriver, ok, on s'entendait pas, c'est peut-être mieux comme ça. Alors, je vais commencer à me reconstruire progressivement. Donc, ce que je pense influence ce que je ressens. Et ce que je ressens va influencer ce que je vais faire. C'est pour ça qu'en général, en thérapie, on utilise beaucoup le travail sur les cognitions. C'est-à-dire encourager les gens à avoir une perception un peu plus réaliste hein, des choses qui leur arrivent. Parce que quand on regarde des choses de manière très émotionnelle, on est toujours un peu à côté. On a beaucoup d'illusions et on se fait du mal pour rien. Donc oui, mes croyances vont jouer sur ma santé mentale de par la façon dont je vais interpréter les événements qui m'arrivent. d'accord. Merci beaucoup. Bon, moi, je veux poser une question peut-être un peu plus spécifique à ce que je Mhm. suis. Bon, comme tu le sais, je suis évêque, depuis peu évêque élu. Mais bon, dans mon fonctionnement, j'ai fonctionné, je fonctionne comme un pasteur dans le contexte de l'Église et aujourd'hui Oui, pasteur de pasteur. Bon, la question que je veux poser, c'est parce que bon, là, moi, je suis le professionnel, si tu veux, j'ai envie de te dire théologiquement de ce qui se fait dans le contexte de l'Église, et tu es oui. le professionnel en ce qui concerne la psychologie, tu es clinicienne, chercheuse et autres. Comment, selon toi, en tant qu'Église, on pourrait lutter contre la stigmatisation qui empêche souvent aux personnes qui ont des difficultés au niveau de leur santé mentale à demander de l'aide ou de demander de l'aide? Comment, en tant qu'Église, on pourrait aider les personnes qui se retrouvent à être en détresse? Bon, comme tu l'as dit, moi je ne suis pas un professionnel de la santé mentale pour diagnostiquer la dépression. Mais je vois bien au contact des personnes avec qui je parle régulièrement et que je reçois, que ce soit en confession ou dans d'autres, j'ai envie de dire en entretien, se retrouvent parfois à dire clairement, ça ne va pas, j'en peux plus, mais là, ces personnes-là me demandent de l'aide. Pour les personnes qui ne demandent pas de l'aide dans le contexte de l'Église, comment est-ce qu'on pourrait aider en tant qu'Église ou même dans la société?
OK. Donc, je reformule pas ce que j'ai compris. Donc, tu me demandes comment est-ce que, par exemple, toi, tu pourrais aider tes fidèles qui sont dans la détresse. Oui, mais qui ne demandent pas de l'aide. C'est-à-dire comment aider les personnes qui... il y a deux groupes de personnes. Tu as les personnes qui sont mes fidèles ou les personnes que je fréquente sur les réseaux et autres, parce qu'aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, qui demandent de l'aide. Elles disent j'ai besoin d'aide. Mais il y en a d'autres qui ne demandent pas de l'aide parce qu'ils ont peur d'être mal perçus. Elles ont peur d'être mal perçues. Comment aider ces deux groupes-là, même si c'est Ah, vraiment le deuxième groupe qui m'intéresse? OK. Donc, tu dis que ceux qui ne demandent pas de l'aide parce qu'ils ont peur d'être mal perçus, donc ils ne demandent pas de l'aide parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas de problème. On est bien d'accord, hein? C'est Oui, on est uniquement parce d'accord. qu'ils pensent qu'ils vont être mal perçus. Tout à fait. OK. Alors là, il y a la question du stigmate, dans la stigmatisation de la maladie mentale. Il y a ce qu'on appelle, on a dit tout à l'heure, hein, tout ce qui est éducation. Par exemple, tu peux organiser des sessions d'information sur la détresse. Comme je dis, attention aux mots dépression, hein. Tu D'accord. peux organiser des sessions pour parler aux gens de c'est quoi la vulnérabilité dans la société gabonaise actuelle. Quels sont les facteurs de vulnérabilité qui existent pour les familles, pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants? Parce que si tu informes quelqu'un et qu'il prend conscience que, oh, en fait, la manière dont je me sens là, c'est normal, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de valider son vécu. D'accord. Tu valides ses émotions. Et il se dit, ah, en fait, je suis pas un extraterrestre, je suis tout simplement quelqu'un de normal. Donc, il faudrait avoir un discours qui parle aux gens pour qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas les seuls, que ce qu'ils vivent est tout à fait normal, mais que oui, il n'y a peut-être pas de structure pour les aider ou que la famille ne peut pas aider parce que, disons-le, parfois c'est la famille le problème. Yeah. Donc, si la famille ne peut pas aider, si j'ai personne pour m'aider, alors à ce moment, toi, tu pourrais créer des cellules, en fait, des cellules de soutien. Et des cellules de soutien, comme je dis, il faut former les gens à l'écoute. Parce que l'écoute thérapeutique, c'est pas juste l'écoute comme ça. Tout à Il fait. faut former les gens pour pouvoir offrir, comment dire ça, une première compassion. Donc, je suis là pour t'écouter, je suis là pour toi, je comprends ce que tu ressens. Je peux te donner quelques outils déjà que tu peux utiliser au quotidien pour prendre soin de toi. On n'a pas besoin d'être psychologue pour faire ça. Tu vois. Mais c'est déjà quelque chose. Parce que si moi, je vais voir mon pasteur, je lui dis, pasteur, je vais pas bien, j'ai ça, j'ai ça. Il dit, OK, j'ai compris. Mais après, s'il n'y a pas de suivi, s'il ne me réfère pas peut-être vers quelqu'un ou une cellule qui va vraiment me prendre en charge, ça va beaucoup me frustrer. Tu vois. D'accord. Donc, écouter les gens, c'est vraiment la première rencontre. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que je fais pour eux après que je les ai écoutés. Si je leur dis, allez voir un psy, allez à l'hôpital, ils vont pas aller. Parce qu'ils m'ont pas dit que c'est là-bas qu'ils veulent aller. C'est vers moi qu'ils sont venus. Ça veut dire que c'est en moi qu'ils ont confiance. Donc, c'est peut-être à moi de définir avec eux, hein, je peux discuter avec eux, comment est-ce que tu penses que moi, pasteur, je peux t'aider? Dis-moi, qu'est-ce que tu penses que l'Église peut faire pour t'aider à aller mieux? Parce que ce sont les gens hein, qui connaissent leurs solutions. Nous, les intervenants, on les aide un peu comme Socrate à accoucher des solutions. Mais c'est eux qui D'accord. savent au fond d'eux ce qui pourrait leur faire du bien. Tu vois, en matière d'intervention, il ne faut jamais venir comme quelqu'un qui sait tout, quelqu'un qui est omniscient. Non, ça, c'est pas un bon intervenant. Un bon intervenant, il est humble. Il sait qu'il a la connaissance, il sait qu'il a la compétence, mais il ne connaît pas la personne qui est en face de lui. Il a besoin de connaître cette personne-là pour lui proposer le soin qui correspond. D'accord. Tu vois? Donc, tu as besoin de les connaître. Tu as besoin de savoir ce qui fait sens pour eux pour pouvoir proposer une solution. Tu ne peux pas leur proposer quelque chose comme ça de tout fait. Non, le risque, c'est qu'ils rejettent. Il faut travailler avec tes fidèles pour D'accord. trouver différentes solutions à cette situation. Mais ça existe. Le premier groupe, c'était quoi déjà? Le premier groupe, c'était ceux Le premier qui groupe, ont des problèmes et quoi encore? J'ai oublié. c'est ceux qui viennent déjà demander de l'aide et qui reconnaissent qu'ils sont dans les problèmes. Le deuxième groupe, c'était le groupe des personnes qui ont des problèmes, mais qui ne veulent pas venir demander de l'aide par peur d'être stigmatisées. OK, j'ai répondu aux deux, je Tu as pense. répondu aux deux déjà. Tu as OK, répondu aux d'accord. deux. Merci beaucoup. Et tu as répondu même à ma prochaine question parce que ça, je voulais savoir justement comment pouvoir encourager les gens qui étaient atteints de maladies mentales à demander de l'aide. Euh, Oui. Là, je vais terminer avec cette question parce que malheureusement, le temps qui nous a imparti court à sa fin. Je vais terminer avec cette question et permettre aux gens qui sont là de poser une ou deux questions qu'on prendra avec ceux qui sont connectés. Qu'en est-il de la santé mentale dans les communautés africaines? Parce que tu as parlé des cellules, tu as parlé des différentes cellules. Comment
agir efficacement dans ces communautés-là pour soutenir les personnes vulnérables? Mhm. Déjà, comme tu as dit tout à l'heure, les communautés africaines sont tellement nombreuses, tellement variées. Les immigrants ont d'autres problèmes en plus que ceux qui sont sur place au Tout à pays. fait. Donc, je pense qu'en tant qu'intervenant ou bien gestionnaire de projet comme ça, si je veux créer quelque chose, c'est toujours important de bien délimiter ma cible. Je ne peux pas donner une réponse pour toutes les communautés parce que toutes les communautés ne vivent pas la réalité de la même façon. Tout Donc, à c'est fait. important de savoir cette communauté-ci précisément qui se trouve à tel endroit, c'est quoi leurs enjeux. Ouais. Quels sont les enjeux qu'on retrouve le plus au sein de cette communauté-là et partir de là justement pour faire de la sensibilisation, de l'éducation et apporter si possible un soutien de première ligne, comme j'ai dit tantôt. Et puis quand Ouais. c'est vraiment complexe, il faut avoir l'humilité de lâcher et d'orienter vers les professionnels. Parce qu'il y a OK. beaucoup de gens qui vont garder avec eux des personnes qui ne peuvent pas aider. Au lieu de les orienter vers des professionnels, mais vont quand même les garder, ils ne font pas leur bien. Donc, toujours, je dis, en fonction des besoins de la communauté qui m'intéresse, j'identifie c'est quoi les problèmes, je réfléchis aux solutions et en plus, j'applique les solutions. Et les solutions, comme je dis, c'est pas les mêmes partout. C'est pas les D'accord. mêmes. On a tous des problèmes, hein. Il y a des changements sociaux, politiques, économiques sur tous les continents qui affectent notre santé mentale. Maintenant, il y a coronavirus aussi qui affecte notre santé mentale. Tu vois, Yeah. il y a tellement de changements. Le système familial qui est vraiment en berne, hein. Les familles qui éclatent, l'individualisme qui monte en flèche. C'est difficile partout. Il y a beaucoup de détresse, il y a beaucoup de souffrance, mais parfois il y a l'orgueil qui nous empêche de demander de l'aide. Il y a le fait qu'on ne sommes même pas conscients que nous avons un problème qui Yeah. empêche aussi de demander de l'aide. Il y a maintenant la stigmatisation, donc je sais que j'ai un problème, mais j'ai vraiment pas envie d'en parler parce que j'ai peur qu'on va me pointer du doigt. Donc, Yeah. en fonction de avec qui j'ai affaire, je vais essayer d'adapter en fait mon intervention et d'adapter mon discours. Il n'y a pas une solution toute faite qui va être bonne pour tout le monde. Non. D'accord. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Yann, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut... bon, moi, je suis habitué à l'église, acclamer le Seigneur, tout ça, c'est mon habitude. Il n'y a pas Mais de est-ce qu'on peut problème. l'encourager par des acclamations? Est-ce qu'on peut lui donner le maximum de likes? Merci. Vraiment, vraiment, encore une fois, merci. Malheureusement, le temps, et c'est difficile avec le couvre-feu qui est revenu à 20 h localement, donc il nous reste que quelques minutes pour ranger tout notre C'est équipement à et faire. ensuite entrer. Mais il y a une question que j'avais reçue et qui comment je le dis, et que je veux te poser, alors qu'on est sur le point de se séparer dans les 2-3 prochaines minutes. Est-ce que tu peux me parler succinctement de la dépression chez l'enfant? Est-ce que l'enfant fait une dépression? Est-ce qu'il y a des symptômes? Est-ce qu'il y a des signaux? Je sais que dépression, c'est un mot que tu ne veux pas qu'on utilise parce qu'on n'est pas des professionnels, mais comment reconnaître qu'un enfant commence à avoir, au-delà de la détresse, parce que tu as parlé de la détresse, et tu sais que l'enfant, très souvent, en tout cas c'est l'analyse que j'ai et que j'entends d'autres avoir parfois, c'est que l'enfant, parce qu'il est enfant, bon, il va pleurer. Tu vois, un enfant va pleurer très souvent parce que c'est son moyen à lui d'attirer, de demander de l'aide, de dire qu'il y a quelque chose qui le dérange. Comment faire la distinction entre, j'ai envie de dire, les pleurs ou les signaux que l'enfant envoie parce que ce qu'il vit est grave, ou les signaux simplement parce qu'il c'est un boudeur, parce qu'il veut avoir, he wants to have his own way, il veut avoir les choses à sa façon. Donc, je ne sais pas si j'ai bien formulé ma question, mais c'est vraiment lié à la santé mentale de l'enfant. OK. Donc, je vais prendre en général la santé mentale de l'enfant. Déjà, si je prends le contexte africain, souvent, on n'écoute pas les enfants. Donc, culturellement, quand un enfant parle, on se dit, oh, c'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il dit. C'est pas vraiment comme à l'étranger où quand l'enfant parle, on s'assoit, on l'écoute et tout ça. Donc, je dirais, il faut être attentif à D'accord? tout changement brusque de comportement chez un enfant. C'est-à-dire, D'accord. il n'a jamais été comme ça. Et puis, tout d'un coup, il change. Il y a quelque chose qui s'est passé. D'accord. Il faut être attentif à ça. Et deuxième chose, il y a ce qu'on appelle le style parental. Un enfant, c'est un enfant. Il est vulnérable. Donc, comment est-ce que les personnes qui s'occupent de cet enfant-là lui parlent? Comment on le traite? OK. Si je passe mon temps à insulter un enfant, lui dire qu'il est vaurien, je le frappe tous les jours, pourquoi est-ce que je vais m'attendre à ce qu'il ait une bonne santé mentale?
Donc, parfois, c'est le parent qui a un problème. C'est lui qui est en train de créer des difficultés chez son enfant. Donc, c'est à lui de revoir un peu son style parental. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les facteurs de vulnérabilité qu'on peut retrouver chez un enfant. Un enfant qui vit, par exemple, la séparation de ses parents, ça l'affecte. Et de ce que j'ai pu voir en Afrique, quand tes parents se séparent, on va pas t'asseoir là pour t'expliquer, écoute, papa et maman se séparent, parce que très souvent, les enfants constatent. Tout à fait. Ils sont seulement là comme ça, on constate, c'est fini, papa est là, maman est partie. On n'explique rien. Alors l'enfant, qu'est-ce qu'il peut faire à ce moment? Il va essayer de créer sa propre explication. Et parfois, son explication n'est pas la bonne et ça peut le rendre très malheureux. Il peut se dire que c'est de sa faute. Il peut arrêter d'être joyeux comme il était avant, ne même plus parler. Parfois, il aura même des mauvais résultats scolaires. Ça se voit aussi au niveau de l'école. Ses résultats vont baisser, il peut devenir agressif, commencer à bagarrer. Donc, la maladie mentale, c'est pas simplement la tristesse et pleurer, hein. Le mal-être, ça peut se manifester aussi dans beaucoup de colère, dans la violence, dans l'agressivité, que l'enfant, il n'est pas bien. Donc, je peux terminer en disant que les enfants ont beaucoup de facteurs de vulnérabilité parce qu'ils ont besoin de nous pour se construire. Ils ne sont pas encore adultes. Il faut faire attention à comment on s'occupe d'eux, à ce qu'on dit quand ils sont dans les parages, parce qu'ils ont des grandes oreilles comme ça. Ils écoutent tout. Donc, ne pas dire certaines choses devant les enfants, expliquer les choses aux enfants parce qu'ils ne vont pas comprendre spontanément. On prend le temps d'expliquer à un enfant pourquoi on le punit. Parce que s'il comprend la raison, il ne va pas répéter demain. On ne dit pas simplement tu ne fais pas point. Et pensez aussi qu'un enfant a besoin d'amour aussi. Je n'ai pas dit de dire à l'enfant je t'aime ou quoi. Ça peut être des gestes, ça peut être de la présence, ça peut être de la communication. Si mon enfant, je vois qu'il a changé de comportement envers moi, j'essaie de communiquer avec lui. Je l'amène peut-être quelque part, je dis Junior, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que souvent, l'enfant a tellement peur de son père et de sa mère qu'il ne va jamais parler. Et si je parle, je suis mort. Je préfère ne rien dire. Et alors, il va être triste, il va développer une certaine souffrance, mais qui n'arrivera pas à communiquer. Donc, c'est aussi aux parents ou aux personnes qui s'occupent des enfants de se revoir un peu. Quand un enfant change de comportement, je check d'abord. Qu'est-ce qui a changé ces derniers temps dans cette maison? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à l'école? Quel est le facteur qui était nouveau récemment, qui a pu affecter l'enfant? Et puis, j'essaie de lui parler, mais avec bienveillance, hein, pas en étant fâché. Je lui parle avec bienveillance pour qu'il ait assez confiance pour se confier à moi. Donc oui, les enfants ont aussi des problèmes de santé mentale, mais non, ils ne vont pas spontanément venir nous en parler parce que même nous, les adultes, on ne le fait pas spontanément. Il faudrait qu'on soit attentif et qu'on puisse tendre la main à un enfant pour qu'il puisse dire ce qu'il a dans le cœur, sur le corps, pardon. Merci beaucoup. Encore une fois, merci. Ça me peine de devoir arrêter notre échange, notre conversation du jour. Malheureusement, on est pris par le temps. Donc, encore une fois, vraiment merci pour ta disponibilité. On est dans deux fuseaux horaires totalement différents. Merci d'avoir pris le temps. Merci d'avoir répondu. Merci pour la main tendue aussi, surtout parce qu'on veut faire un monde de différence. Et ça commence par les gens qui nous fréquentent et par le fait qu'on réussisse à avoir ce genre de plateforme pour pouvoir édifier le maximum. Donc, encore une fois, merci. Merci à toi pour l'invitation. Que Dieu te bénisse. Vraiment, c'est mon souhait pour toi. Que Dieu te bénisse et que Dieu fasse prospérer ce que tu fais. Merci beaucoup à toi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je vous remercie d'avoir été là. C'était vraiment chouette. Toi et moi, on se parle juste après. Je conclue, je donne à nos internautes des directives. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient connectés. Vraiment, merci d'avoir été là. Comme vous l'avez vu, Conversation a repris. On commence la deuxième saison du Monde. On a commencé aujourd'hui et tous les samedis, pendant les 4-5 prochaines semaines, on sera ensemble. Aujourd'hui, on a parlé de la dépression. Samedi prochain, on se retrouve à la même heure, sur la même page. Je compte sur vous pour inviter le maximum de personnes. Je vous assure, vous ne serez pas déçus. Les sujets qu'on va aborder vont vous aider et vont permettre qu'on aide d'autres. L'objectif pour moi, c'est de nous exposer aux sujets qui sont importants et qui parfois sont tabous, mais qui doivent être adressés et simplement nous emmener aussi à nous développer, à ouvrir notre esprit et à accepter de devenir autre chose que ce que nous sommes et ce que nous avons été. Donc, merci pour votre temps. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous samedi prochain à la même heure. Bye bye.